Donc si vous voulez, voilà, c'est ça, on s'assoit déjà. On va commencer par s'asseoir et puis alors ça se veut très ouvert, donc on va répondre à vos questions, on va vous donner un petit peu notre expérience personnelle. Qui fait déjà du smile dans la salle? Peu. Alors il faut qu'à la fin de la session on vous convertisse à cette chirurgie qui a, comme vous le savez, un certain nombre d'avantages. En particulier sur la stabilité de la cornée, de l'architecture de la cornée. On parlait là de la sécheresse oculaire, ça induit moins de sécheresse oculaire et on a des résultats qui sont bien évidemment tout aussi performants qu'avec le LASIK. Et je lisais récemment un papier comme quoi, à long terme, la régression serait moindre en smile qu'en LASIK et en PKR. Je vais passer la parole à Liam et David. Juste un petit mot. J'ai commencé la chirurgie réfractive avant qu'ils naissent. Et j'ai eu la chance de faire la première évaluation française sur le MEL 60, je pense, le premier laser français installé au 15-20. Et j'ai donc fait les premières PKR françaises. Et à cette époque-là, intellectuellement, je me disais peut-être qu'un jour, on arrivera à faire la même chose en vaporisant du tissu dans le stroma. Et moi, je l'ai rêvé et Zeiss l'a fait. Et donc maintenant, on a plusieurs firmes qui se sont mis là-dessus. Bien évidemment, le Visumax a pas mal d'avance puisqu'il y a une nouvelle version qui va annuler les défauts, mais ça, je laisserai Liam en parler puisque c'est son sujet de cet après-midi. Voilà, donc moi j'ai switché dès qu'on a eu la chance d'avoir ce laser à la clinique de la vision. Bien évidemment, j'ai switché sur cette chirurgie qui, pour moi, est d'une sécurité remarquable. C'est-à-dire que le patient, le soir même, il rentre chez lui, il peut se frotter les yeux, même si c'est très vivement déconseillé. On peut recommencer les activités, même la boxe le lendemain. Je trouve qu'on a une sécurité avec cette intervention qui est tout à fait remarquable. Donc je vous laisse la parole tous les deux pour dire éventuellement. Effectivement, on est là pour parler du smile et voir éventuellement pour les gens qui s'y sont pas encore mis, qui sont très contents du LASIK, et c'est bien de continuer une technique où on est très contente. Pourquoi moi je me suis mis au smile alors que j'étais déjà très content du LASIK? C'est comme a dit Cathy, c'est le fait qu'il n'y ait pas de capot en fait, qui est très séduisant, qui est très élégant. On sait que l'évolution de l'histoire de la médecine, de la chirurgie, va toujours vers les plus petites incisions. Hein. Je dis toujours aux patients, avant pour faire l'appendicite on faisait une grande incision, aujourd'hui on fait 3 trous. Pour le smile on va vraiment vers la chirurgie mini-invasive. On découpe plus un capot quasiment sur 300 degrés. Là on découpe une mini-incision de 3 mm. Il n'y a plus de risque de déplacement de capot, et ça c'est vrai que intellectuellement, même pour les patients, ça les rassure de pouvoir refaire du sport, ne pas avoir de risque le lendemain que le capot soit déplacé, parce que souvent on me dit oui mais le smile, il y a plein de problèmes de retraitement. J'ai eu moins de patients à retraiter en smile que de patients à reposer le capot le lendemain pour le LASIK, et ça c'est un vrai problème. Voilà. On sait que les capots, avec les plis de capot, les déplacements, ça peut engendrer des complications qu'on n'a jamais en LASIK. On a 0 déplacement et pli de capot en smile. Donc ça c'est sûr que c'est très intéressant. Et puis après on a démontré dans notre équipe qu'il y avait moins de sécheresse oculaire aussi après smile qu'après LASIK, puisque on découpait moins de nerfs cornéens par l'absence de side cut du capot. Donc ça aussi c'est un argument très intéressant. David, et toi, comment et pourquoi tu t'es mis au smile? Bonjour à tous. Pourquoi je me suis mis au smile? Comme toi, j'en avais rêvé. Quand j'ai fait mon DEA sur le laser femtoseconde à Paris, je sais plus quelle année, mais t'étais né. J'avais essayé là sur ma machine, là, sur le banc expérimental, de faire des smiles, mais il était trop lent, les cornets séchés, ça prenait 3h30 à faire la découpe. Forcément, ça marchait pas. J'avais essayé aussi de faire de la photodisruption jonctive intrastromale, hein, pour tout vaporiser. Alors ça prenait 2 jours et demi et ça marchait pas non plus. Peut-être qu'un jour on y arrivera. J'ai vu un vieux papier, une fois ils avaient essayé comme ça. Donc voilà, Smile a été fait par
Zeiss et je me suis dit, ah, enfin, génial. Aujourd'hui, alors je vais peut-être faire l'unanimité, mais je ne vois pas pourquoi traiter la myopie, myope ou astigmate autrement que par Smile. Je ne vois pas l'intérêt d'une PKR ou d'un LASIK. Je serais ravi d'en parler avec vous. Et même, alors le laser excimer a commencé la photoablation. Si le laser excimer n'avait pas existé et qu'on eût commencé par le Smile, je ne vois pas comment les autres méthodes se seraient développées. Je ne vois pas. Et du coup, je vous repose la question, est-ce que vous traitez parfois des myopies en LASIK ou en PKR aussi? Parce que vous parlez que du LASIK, mais la PKR existe de façon étonnante encore. Je provoque un peu. Donc, je vous laisse répondre. Pour ma part, je fais toutes les myopies et les astigmates que je peux faire, parce que c'est limité quand même finalement à -8, si on adapte le nomogramme. Je fais toutes les myopies que je peux faire, des -0. Ouais, 75, ça commence en dessous, c'est rare qu'il y ait une demande, mais c'est faisable. Donc, je vous laisse répondre. Alors, il faut bien évidemment poser des indications, c'est-à-dire que j'ai quand même des indications de trans-PKR, puisque maintenant on a switché vers la trans-PKR, qui donne des résultats absolument époustouflants. Il y a quand même des indications, c'est-à-dire que quand tu as une myopie de -3 avec une cornée de 460, moi personnellement, je fais pas de Smile. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut faire une PKR? Juste la bibliographie. Mais je croyais que la cornée préop était un facteur de risque d'ectasie, quelle que soit la chirurgie. Pas tout à fait quand même. Hein. Le risque d'ectasie après les PKR, il est extrêmement faible. Et pour preuve, c'est qu'on traite des kératocones aujourd'hui avec des topolinks alors on leur fait des crosslinking, je veux bien, mais si tu veux, tout le monde ne le fait pas d'abord le crosslinking, hein, mais on a quand même des preuves scientifiques sur ce point. Donc si tu veux, et faire un Smile sur une cornée de 460, si quelqu'un en face est mal luné, si jamais il y a problème, parce qu'il y a des ectasies sur Smile, malgré tout, ça maintient l'architecture de la cornée, mais on en a 5 ou 6 décrites dans la littérature aujourd'hui. Et donc, si tu as un patient qui porte plainte, déjà, sur le plan médico-légal, ça va être difficile de le justifier, parce que scientifiquement, il est prouvé que, à la limite, on avait une autre technique à lui proposer. Et donc, il y a une perte de chance. Donc, il faut quand même, à mon avis, alors, je suis peut-être trop prudente parce que je vieillis et que j'ai plus envie de m'embêter, mais je pense que voilà, je veux pour le moment dormir très très tranquille, et du coup, alors je suis peut-être un petit peu trop prudente, mais quand même la bibliographie fait que on a quand même des arguments en faveur de l'un au détriment de l'autre à proposer. Alors, donc puisqu'on m'a demandé de faire le journaliste, hein, donc... Juste répondre, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument faire un Smile à 460, j'ai dit que je ne ferais pas de PKR à 460, parce que pour moi, il y a un risque d'ectasie, je ne ferais pas de PKR sur un kératocone non plus sans crosslinking, parce que la fibrose... Ah oui, mais si on suppose qu'on ne la traite pas en Smile parce qu'elle est fine, c'est qu'on suppose qu'il y a un risque d'ectasie, donc on suppose que potentiellement c'est un kératocone caché. Oui, mais il est prouvé quand même qu'en PKR, tu peux traiter. Parce qu'on l'a pas encore prouvé en Smile, et parce qu'on a traité des cornées qui n'étaient pas kératoconiques. Moi, je pense que le problème de l'épaisseur de cornée, c'est un biais. C'est un biais, et c'est un biais de statistique qui fait que les kératocones ont des cornées fines, mais que toutes les cornées fines ne sont pas des kératocones, et que du coup, on s'expose ou non à une statistique d'incidence en fonction de tous les critères que l'on connaît. Pour essayer de m'incruster dans votre débat interne, voilà, je voudrais vous demander, par exemple, avant que vous commenciez les premières communications, comment expliquez-vous le fait que une partie des ophtalmologistes fassent du Smile et d'autres non? Il y a plusieurs explications. Il faut déjà voir le laser, qui n'a pas le même coût que les autres, donc c'est un investissement plus important sur une technique qui ne fait pas encore l'unanimité, puisque tout le monde l'a pas, et qu'il n'y a qu'un seul labo qui le vend, donc il y a déjà un biais d'entrée. Après, il y a ceux qui ont essayé, qui n'ont pas eu des bons résultats, pour diverses raisons de la courbe d'apprentissage, et puis il y a ce qu'on entend dans les congrès, qui ne va pas forcément pousser les gens à faire le Smile, malgré des résultats extraordinaires aujourd'hui.
Il y a en fait, parce que nous, moi je l'ai vu à la clinique de la vision où on a pas mal de chirurgiens parce que la technique est très séduisante, très sûre, ça c'est validé. Mais simplement, il y a une courbe d'apprentissage. Donc qui dit courbe d'apprentissage dit apprentissage. Ça veut dire qu'il faut l'apprendre. Et effectivement, un chirurgien qui met 3 minutes pour faire un LASIK dans un programme où tu as 10-12 patients, c'est vrai qu'il faut du temps. C'est un peu plus stressant, il faut reconnaître que c'est un petit peu plus stressant, ne serait-ce que les 20 secondes contre 15 flap versus smile de succion où le patient ne doit pas bouger, etc. Il y a quand même un certain nombre d'éléments. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus long chirurgicalement. On veut soulever un flap et faire 10 secondes de laser. Il y a quand même tous ces éléments. Donc on a des chirurgiens qui sont passés au smile et qui sont revenus au LASIK parce que il faut reconnaître que le LASIK reste une super indication. Il faut pas non plus décrier. Je fais encore beaucoup de LASIK. Il y a des choses qu'on peut pas traiter en smile. Et donc si tu veux, ils sont repassés là-dessus. Ils ont leur truc, ils ont le combo en machin. Il y a une simplicité d'action qui est, je le vois, le VisuMax fait des flaps, je fais une petite distorsion, mais fait des flaps absolument exceptionnels. Il n'y a pas une hémorragie sous-conjonctivale, et il n'y a pas, sauf qu'à la clinique de la vision, le VisuMax il est tout seul dans une salle, il n'est pas en combo avec le laser. Et je suis une des rares à faire mes flaps sur le VisuMax parce qu'il faut changer de salle, ne serait-ce que ça. Donc si tu veux, or versus l'intralase, par un certain nombre de facteurs, on peut le mettre sur tous les yeux, même quand ils sont petits, il n'y a pas d'hémorragie, etc. Je considère que c'est des points positifs. Et donc tout ça pour dire qu'il y a une technicité, une technologie, un temps. Et c'est vrai que les chirurgiens, quand ils sont habitués à une technique qu'ils font très très facilement, ben, il faut se dire, voilà, là je vais me poser, je vais perdre un peu de temps, mais c'est pour la sécurité du patient. Donc ça fait un super flap. Oui, okay. Sur des yeux parfois difficiles d'accès. J'ai pas eu beaucoup de smile à retraiter, je crois même qu'un seul, j'ai fait une PKR. Qu'est-ce que vous faites, vous, en priorité dans le... Ouais. David aura une communication spécifiquement sur les retraitements après smile. On va pas déflorer. Après ton sujet pour dire ce qu'on fait. On va peut-être on va commencer la première communication. Donc voilà. Y a-t-il une dernière question avant que la première communication déjà pour vous mettre en appétit, là c'était l'appetizer. Donc, oui. Tu es là? Non. Ah, d'accord. Alors voilà. Oui, pardon, une question. On sait bien que c'est le tiers antérieur de la cornée qui donne le maximum de la rigidité. On a discuté déjà de faire des smiles plus profonds, c'est 130 microns qui est préconisé pour le mur antérieur par Zeiss. Est-ce que vous êtes aventuré à aller faire des lenticules beaucoup plus profonds pour voir ce que ça pouvait donner? Moi personnellement, je suis à 140 microns de profondeur. Mon ancien associé s'est aventuré à 160 et 170, mais n'avait pas été conquis après par la récupération, donc il était remonté à 140. Donc moi, personnellement, je suis jamais descendu en dessous de 140. Moi non plus, pas en dessous de 140. Alors forcément, j'ai un peu tout testé et comparé. Je fais à 135. Les plus profonds sur la récupération visuelle, ça pouvait être un tout petit peu plus long, mais ça dépend vraiment de l'énergie qu'on utilise. Si les paramètres sont vraiment adaptés, il n'y a pas de différence. J'ai vu quelques aberrations sphériques un peu plus importantes, mais pas significatives. Mais surtout, c'est le problème des retraitements. Et alors, premièrement, des indications, parce que même si je défendrais que le mur postérieur n'a pas de valeur aujourd'hui, il y a pas on parle, et c'est un grand sujet, on pourra parler des heures, mais je ne vois pas pourquoi on parle de 250 microns qu'il faudrait laisser dans le premier traitement sous l'interface. Ça n'a pas de valeur intellectuelle puisqu'on laisse la partie antérieure et ça rejoint les cornées plus fines, mais c'est un autre débat. Mais par contre, là où c'est intéressant de parler du mur postérieur, et on en reparlera tout à l'heure dans ma communication, c'est les retraitements. Si on fait plus profond et qu'on veut retraiter, on se bloque plusieurs solutions pour retraiter. C'est surtout ça qui me fait garder finalement un cap seulement de 135. Voilà, et donc maintenant on va commencer les communications avec Liam Trim qui va nous parler des nouveautés Smile 2021, qui a fait
une magnifique communication à la fondation de l'Académie nationale de chirurgie par le biais du professeur Baudouin. Voilà, bon, merci. Merci Jean-Pierre. Je voulais remercier Charles Guénassia pour son invitation et surtout pouvoir nous réunir tous en présentiel. On est vraiment très heureux d'être ici. Donc merci toute l'organisation. Je vais en effet vous parler des nouveautés pour le Smile en 2021. Qui vont enfin pouvoir répondre aux limites du Smile, aux critiques que le Smile a aujourd'hui. Premièrement, les nouveautés vont pouvoir permettre d'élargir les indications du Smile, aller au-delà de l'astigmatisme jusqu'à présent, puisqu'il ne proposait pas encore l'hypermétropie. En effet, les indications actuelles du Smile de moins 0,5 à moins 12 dioptries, et l'astigmatisme jusqu'à moins 5. Et pour l'hypermétropie, c'était plus compliqué de créer un lenticule pour retirer de la matière en périphérie, tout en pouvant retirer un lenticule. Mais le profil hypermétropique existe. Il consiste à avoir un lenticule plus épais en périphérie, mais avoir de la matière au centre suffisamment pour pouvoir le retirer. Donc vous pouvez voir ici à quoi ressemble le profil d'ablation du lenticule hypermétropique. C'est Dan Einstein qui m'a donné cette diapo. Et on voit effectivement qu'au centre, il reste un minimum de matière. On a une zone optique assez large qui va jusqu'à 8,7 mm de zone optique. Donc on va avoir un traitement très large et pour l'hypermétropie, on sait très bien que c'est très important. Les résultats sur les études publiées sont très encourageantes. La zone optique effective est plus large en Smile qu'en LASIK à zone optique équivalente. Donc c'est mieux évidemment pour les aberrations. Les aberrations sphériques sont moindres en Smile qu'en LASIK au niveau de l'hypermétropie. Et les résultats réfractifs pour le moment publiés à 12 mois de la chirurgie sont également très encourageants, avec une réfraction post-op en moins 0,19. Vous voyez 53% des yeux avec une réfraction plus ou moins 0,5, donc on a quelque chose de précis, d'efficace et de stable. A priori, nous aurions le traitement hypermétropique pour tous au niveau du Smile, pour tous à partir de 2023. Les nouveautés permettent de répondre à deux autres critiques. C'était le fait qu'il y ait le Smile que sur une plateforme qui était de Carl Zeiss. Et bien, on va voir que les nouveautés nous permettent de plusieurs plateformes. Et ça, je pense que c'est l'argument qui va permettre de diffuser cette technique. Parce que c'est sûr que quand il y a un seul laboratoire qui propose une technique, c'est beaucoup plus difficile à être accessible à tous les chirurgiens. Et l'autre limite, qu'il y avait jusqu'à présent pas de correction de cycle torsion et que le centrage se faisait manuellement. La nouvelle plateforme qui va sortir est le Smart Sight laser Atos des laboratoires Schwind. La technologie s'appelle Smart Sight parce qu'en fait le Smile est déposé. Ça s'appelle Smart Sight, mais c'est la même chose qu'un Smile qui a la découpe du lenticule et qui permet, contrairement au visuel actuel, de corriger la cycle torsion et de guider le centrage du lenticule sur l'axe visuel ou sur l'axe pupillaire. Voilà une vidéo que j'avais faite à l'ESCRS 2019. C'est moi qui déclenche la vidéo. Voilà, donc on a une découpe du lenticule antérieur-postérieur. Et ça, c'était la chirurgie de laser de démo en 2019. Le laser n'est pas encore sorti, mais c'est vraiment imminent à cause du Covid. Ensuite, une autre vidéo, vous pouvez voir le laser qui est très compact. Voilà le patient sur un brancard qu'on va lever avec le contact avec le code d'aplanation pour choisir le centrage. Est-ce qu'on veut faire sur le vertex ou sur le centre pupillaire. Ensuite, il y aura également une correction de la cycle torsion par rapport à une image de référence qui aura été faite en préopératoire et qui permettra d'optimiser évidemment la correction de l'astigmatisme. Et la découpe du lenticule par le laser Atos de Schwind. Plan postérieur, plan antérieur. Le deuxième
laser qui va arriver très bientôt, qui était présenté à l'ESRS 2020 à Amsterdam. Vous le connaissez déjà. Je pense que certains d'entre vous utilisent déjà ce laser pour faire les flaps de LASIK ou faire du femtocataracte. C'est le laser Z8 de Zimmer qui est distribué par OBC et Opta France, qui propose leur nom Smile Clear, qui est un smile. La particularité de ce laser, c'est qu'en fait, il a deux incisions. Une incision qui permet de rentrer dans le plan postérieur et une incision qui permet de rentrer dans le plan antérieur. Celle-là permet de rentrer dans le plan antérieur et celle-là permet de rentrer dans le plan postérieur. Ce qui est la principale difficulté quand on débute en smile, c'est bien repérer les deux plans du lenticule. Et bien avec cette astuce de deux incisions, ça permet d'avoir aucune difficulté à trouver le plan antérieur ou le plan postérieur. Ce laser Zimmer Z8 utilise déjà la technologie OCT, permet de guider la découpe du lenticule par rapport à un OCT et permet de corriger la cyclotorsion et de choisir le centrage pupillaire ou vertex également. Je vais vous montrer une vidéo qui a été faite par le docteur, ça marche pas, au Pérou, parce que malheureusement, vous savez que les premiers patients sont toujours faits dans certains pays, comme le Pérou, le Népal. Alors voilà, donc ça, c'est, on remercie d'ailleurs les Péruviens pour ça. Donc voilà, ce patient, alors on va peut-être enlever. On va se mettre en zoom avec un péruvien. Donc une incision là, plan antérieur, là maintenant plan postérieur avec l'autre incision. Donc on ouvre un petit peu le plan postérieur. Et ensuite on finit par le plan antérieur. Vous voyez, à travers ces deux incisions, et ensuite il n'y a plus qu'à pousser le lenticule d'un côté et le chirurgien le retire de l'autre côté de l'incision. Et puis un petit lavage, rinçage de la poche. Là, c'est notre vidéo du laser Z8. Vous pouvez voir l'ergonomie. Donc, on choisit le centrage, on rentre la correction, on choisit les incisions également, les deux incisions. Là, vous le connaissez certainement pour ceux qui connaissent le Z8, la pièce à main, vraiment un laser portatif. On choisit le centrage, tout ça se fait de manière très intuitive. Et puis ensuite la découpe un peu à l'aveugle, comme pour le femtocataracte et le LASIK. Et puis voilà, on ouvre. Donc là c'est un œil de porc. Donc le plan postérieur, antérieur. Et voilà. Et le plan antérieur disséqué à travers la première incision et le plan postérieur à travers la deuxième incision. Et on retire le lenticule. Personnellement, moi je le retire juste en injectant du BSS. Voilà, donc ça c'était le Z8. Et puis la dernière nouveauté, c'est le leader actuel qui est Carl Zeiss, qui évidemment va se mettre au niveau avec leur nouvelle version de leur Visumax, le Visumax 800, qui va être dévoilé à l'ESRS 2021 Amsterdam. Voilà. Donc cette fois-ci, l'avance qu'ils ont, c'est que les examens pré-op seront réalisés également sur le Yole Master 700 que vous connaissez, qui permettra de capturer une image de référence avec les vaisseaux limbiques et le vertex. Ces données seront envoyées sur forum, en dématérialisé, qu'on retrouvera au bloc opératoire sur le Visumax 800, ce qui permettra de compenser la cyclotorsion, ce qui permettra également de choisir le centrage du lenticule. Le temps de découpe sera raccourci, fera moins de 10 secondes pour découper le lenticule par rapport aux 28 secondes actuelles, et aura le module hypermétropique. Donc vous voyez, le Smile a un bel avenir devant lui. Grâce à ces nouvelles plateformes, il va se diffuser. En 2021, on répond enfin à toutes les critiques du Smile et il n'y aura plus d'arguments pour privilégier le LASIK au Smile à partir de 2022 et 2023. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Liam. Alors donc, on va quelques questions rapides et réponses rapides avant qu'on passe aux communications d'Alain Agege. Y a-t-il des questions sur oui? Est-ce que sur le nouveau Zeiss, il y aura toujours qu'une incision, il faudra toujours chercher les deux plans, quoi? De ce que j'ai vu qu'une seule incision, mais tout
tout est, j'ai pas vraiment vu la dernière version, mais avec une incision, on se débrouille très très bien. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je crois que c'était vraiment complet. On a un panel, des perspectives extrêmement intéressantes qui arrivent. Alors maintenant, la parole est à Alain Agege qui va nous parler de la TPRK.